Ceci est un livre audio autogénéré par Google. 1. La période coloniale. Après la conférence de Berlin de 1885, Léopold II, roi des Belges, commence l'administration du très vaste territoire, la quasi-totalité du bassin fluvial de l'Afrique centrale, soit 80 fois la Belgique, que ses homologues européens lui ont confié. Le souverain a comme prétexte celui de civiliser des populations barbares, en les christianisant, de force, et en leur faisant connaître les bienfaits du travail productif, forcé lui aussi. Évidemment, les retombées négatives du séisme culturel déclenché par le contact entre ses envoyés et les peuples autochtones, lui importent peu. La colonie royale personnelle, dénommée État indépendant du Congo, EIC, est alors un agglomérat de plusieurs centaines de nations, ethnies distinctes. À l'époque, soit à la fin du XIXe siècle, comment sont organisées ces sociétés dites traditionnelles? Elles sont divisées en hameaux et villages placés sous la tutelle d'un chef investi du pouvoir politique, législatif, juridique et militaire, qui gère les activités de subsistance et d'échange, ainsi que les affaires culturelles et ou religieuses. Pour assumer ces charges, le chef est secondé selon la coutume par des notables et des sages, et il obéit au culte des ancêtres. Le ciment de la micronation est la solidarité, obligée, entre tous ses membres jeunes et vieux. Les moments importants d'une vie sont alors la naissance et la mort, l'initiation des jeunes aux règles de la communauté, le mariage endogame, le culte des ancêtres, les cérémonies et fêtes mais également la guerre et autres calamités naturelles. Cette conception de l'existence est entretenue par une éducation permanente, une législation appropriée, une philosophie impliquant que seul l'homme n'est rien, en groupe, il est tout. Ainsi, les enfants qui naissent appartiennent-ils à tous? Ils sont éduqués et protégés par tous. Adolescents, ils sont rassemblés en une même classe d'âge, telle une grande famille dont ils seront co-responsables. Tous considèrent les adultes, hommes et femmes, comme leur propre père et mère. Par ailleurs, la hiérarchie sociale tient du sacré. Après les ancêtres, toujours actifs en dépit de leur absence, vient le chef qui est l'intermédiaire entre le monde des esprits et celui des vivants. Ce sont les notables, sages, anciens, vieillards, parents, aînés et tous les autres membres du village. Cette échelle est respectée, et personne ne prendrait le risque d'offenser ou manquer de respect à une personne qui lui est hiérarchiquement supérieure. Jusque dans les tâches et activités quotidiennes, chacun se doit d'honorer le rang social qui lui est supérieur. On se lève pour saluer celui dont on est l'obligé, on ne parle pas sans son autorisation. On attend qu'il se soit lavé les mains pour soi-même manger tout en lui réservant la meilleure part. On ne tolère pas qu'il soit humilié ou offensé par un tiers et dans ce cas on est prêt à le défendre. De même que face aux étrangers exogames agressifs, on est prêt à défendre les siens, sous-entendu tout son groupe, jusqu'à la mort. Ce comportement, transmis de génération en génération, magnifie, sécurise et perpétue le groupe en tant qu'ethnie, clan ou foyer parental. Le terme tribu a été utilisé par l'ordre colonial de façon péjorative pour caractériser la micronation, mais aujourd'hui comme il semble être devenu plus neutre, nous le reprendrons parfois. La valeur d'un individu est appréciée en fonction de son dévouement au groupe tout entier. On devient ainsi le digne représentant de son peuple, son fils exemplaire. Comme on fait un avec le groupe, il faut faire bloc. Quelles que soient les circonstances, un membre ne peut pas prendre position devant un étranger contre un autre membre, on ne lui pardonnerait pas cette traîtrise. Outre que la coutume rejette le traître au banc des lâches, dès lors que la règle d'or de la solidarité est enfreinte, cela suppose que la sécurité de la tribu est mise en danger et là, évidemment, c'est très grave. En cette fin du XIXe siècle, la solidarité ethnique ou tribale ou clanique est ancrée dans les mœurs de tous les peuples de la cuvette centrale du Congo. C'est une valeur encore une fois caractéristique et universelle, dans cet ensemble très disparate. C'est dans ce contexte culturel que vont s'introduire les premiers voyageurs européens, à la recherche des richesses à exploiter librement. De ces chocs civilisationnels, et surtout, face aux objectifs très matériels révélés par les Blancs, jailliront les premières frustrations, les sentiments d'injustice, la colère puis la révolte et la haine des Africains. Au début, l'étranger impose sa présence grâce au mystère qui entoure son irruption et la supériorité technologique dont il ne manque pas une occasion de faire preuve. Il y a aussi les règles de l'hospitalité, en vigueur chez de nombreux peuples, faisant qu'ils accueillent sans animosité les barbes des saints-pères, les moustaches des commerçants et des explorateurs.
Mais que faire quand le blanc menace le chef de sa carabine? Comment réagir quand il se moque des fétiches, des amulettes, des totems, des talismans, de tout ce qui visiblement leur est étranger, qu'ils taxent de sauvages, et veulent détruire ou interdire? La guerre est alors le seul remède pour s'en débarrasser. Et les membres du groupe qui collaboreront avec lui, pour toutes sortes de bonnes et mauvaises raisons, seront des traîtres à la micronation, il faudra les châtier. Le réflexe collectif d'autodéfense prime, éliminer tout celui qui sert de cheval de Troie à l'ennemi. Aussi, lorsque le colonisateur commence à s'installer et à vouloir administrer le domaine du roi Léopold II, à travers l'établissement des missions religieuses et des postes militaires, les autochtones comprennent qu'il faut soit les annihiler au plus vite, soit s'enfuir loin d'eux, tout dépendra du rapport des forces en présence. La brutalité de la force publique, constituée de mercenaires indigènes commandés par des gradés belges, vaincra à la longue les armes traditionnelles des guerriers. Si l'œuvre civilisatrice du missionnaire et de l'administrateur, flanquée de la force publique, a traîné en longueur, c'est que les villages ont décidé de se déplacer vers les endroits les moins accessibles aux Blancs, et que porteurs et autres travailleurs ont été de plus en plus difficiles à recruter. Malgré les avantages matériels accordés aux soumis, les autochtones ont refusé la plupart du temps de fournir des informations à l'envahisseur. Plus avant, il sera quasiment impossible de faire intégrer les internats des écoles et des missions catholiques ou protestantes aux enfants des chefs et des notables, qui enverront à la place de leur progéniture celle des esclaves, des captifs de guerre ou leurs descendants, ainsi que des orphelins, des enfants mal-nés voire des enfants d'ascendance très éloignée du clan familial. Lors de la constitution d'agglomérations sous autorité coloniale, les centres extra-coutumiers, le refus des clans de s'y établir provoquera l'afflux des marginaux exclus des sociétés traditionnelles, les esclaves et affranchis, les étrangers ou considérés comme tels par les autochtones, les voyous et délinquants, ceux réquisitionnés par l'armée ou l'administration et ceux engagés comme porteurs, domestiques, cuisiniers, jardiniers, etc. Cet embryon de citadin ségrégé car confiné dans la cité, loin du blanc, se sentira désormais supérieur aux villageois restés sans eau potable ni lumière artificielle, sans école ni infirmiers, etc. Qu'à cela ne tienne, durant les premières décennies du XXe siècle, il est rejeté par ses frères de même race qui s'en méfient et le dédaignent ou le plaignent, mais ensuite, ses sentiments s'inverseront pour faire place à l'envie ou au respect. L'attitude de commisération des urbanisés envers leurs frères restés au village s'explique aussi par le fait de se sentir un individu autosuffisant hors du cadre tribal, sécurisé désormais par l'ordre colonial. En brousse, l'ordre colonial a perturbé volontairement et durablement le pouvoir traditionnel en instaurant des chefs médaillés à sa dévotion, en lieu et place des chefs traditionnels rétifs ou rebelles. Peu avant 1960, le vaste pays est divisé en 6 provinces administratives. Cette subdivision n'a pas plus tenu compte des réalités tribales ou intertribales que le Congrès de Berlin en 1885, la préoccupation belge étant alors de contourner la difficulté de gérer un si vaste territoire. Il faut contrôler les flux migratoires afin de surveiller les possibles révoltes locales et planifier le développement des plantations agro-industrielles ou des mines. Le déplacement des indigènes est donc sévèrement réglementé, avec le laissez-passer individuel. Le comportement de chaque tribu est analysé afin de déceler dans ses membres une propension à collaborer ou à se rebeller. Le policier ou le militaire est choisi en fonction des qualités supposées spécifiques de sa race, de même que le mineur, le contremaître ou l'employé des chemins de fer, le domestique ou le cuisinier. Les préjugés coloniaux font alors florès. Fort de l'accumulation des biens matériels venus d'Occident, et grâce à l'épargne de petites sommes d'argent, l'apprenti citadin acquiert les avantages d'une civilisation qu'il découvre peu à peu et apprécie. Il apprend à lire et à écrire, s'accoutume à la présence du blanc, dont il finit par imiter les manières et les habitudes de vie. En contraste, le frère resté au village est donc vu comme un primitif, un niais à plaindre, à considérer comme un mineur. Au fil du temps, la différence d'existence s'accroît et le sentiment de supériorité des urbanisés de même. Dans les grandes bourgades, l'implantation d'écoles ouvre la voie à des métiers plus rémunérateurs donc plus attractifs. Par ailleurs,
la mise en place d'infrastructures sanitaires sophistiquées, la maîtrise des règles d'hygiène avec le tout à l'égout, l'eau courante, l'électricité, accroissent le bien-être familial. Le fossé matériel et culturel qui s'est ainsi creusé entre citadins et villageois ira en s'approfondissant jusqu'à l'indépendance du Congo fixée dans l'urgence au 30 juin 1960. Lorsque le paysan congolais pourra enfin circuler librement pour venir voir son frère en ville, il sera l'objet de reproches ou de moqueries. Quel est ce paysan qui n'est pas retourné au village avec un sentiment d'amertume ? Les urbanisés devenus des citadins à part entière semblent avoir intériorisé les valeurs essentielles de la culture judéo-chrétienne, tandis que les villageois ont encore leurs repères enracinés dans la tradition. Mais ce nouveau citadin a toujours l'un ou l'autre pied dans le Congo profond. Il y est relié par le patronyme, la langue maternelle ou paternelle. En réalité, il est encore beaucoup l'être collectif du départ. Comme il doit obéir tour à tour, ou parfois simultanément, à la loi coutumière et à la loi moderne dont les préceptes essentiels divergent ou se contredisent, on peut taxer l'évolué congolais de schizophrène. Ce déchirement entre sa tendance collectiviste, née du regroupement communautaire presque indifférencié des débuts de l'humanité, et sa tendance individualiste, suscitée par le système capitaliste et exacerbée par la ville, provoque en lui une crise d'identité. Sous le terme d'évolué, l'ordre colonial a classé les colonisés jugés civilisés à son image. Ce dédoublement de la personnalité, cette dichotomie, s'exprime par une aliénation de la pensée et de l'action paralysant toute entreprise, toute progression durable. Comme les reines du pays libéré de sa métropole passeront aux dits évolués, le Congo démarre mal. 2. Les turbulences de l'indépendance. Vers la fin de la décennie 1950, le besoin d'indépendance émerge au Congo belge, suite aux conséquences de la lointaine conférence des Alliés à Brazzaville en 1944, un an avant la fin de la Seconde Guerre mondiale, et au tout neuf esprit de Bandung, du nom de la première rencontre des pays afro-asiatiques en 1955, tenue sous la bannière de l'anticolonialisme et de la troisième voie, ni capitaliste ni communiste. Les grands ténors de l'époque sont l'Indien Nehru pour le continent asiatique et le Gold Coast ghanéen, Kwame Nkrumah, le Guinéen Sékou Touré et bien d'autres héros des indépendances. La dynamique mondiale de libération des peuples opprimés peut alors diffuser au Congo belge jusque-là jalousement fermé à l'extérieur par la crainte coloniale. Il existe des velléités autonomistes voire indépendantistes chez les élites de l'ex-royaume Bas-Congo, qui s'étend également en Angola portugaise et au Congo français, dont les populations sont acquises depuis longtemps au kimbanguisme. En ville, associations et mutuelles d'originaires, même ethnie, se structurent en partis politiques jusque-là interdits par l'ordre colonial. Pour la plupart, la tribu est le dénominateur commun de ralliement avant même la constitution d'un quelconque programme. L'élite des évolués se place tout naturellement à la tête des partis, mais elle est largement dépourvue d'un projet de société ou même d'une vision politique en adéquation avec les temps nouveaux. Se fondant sur l'origine tribale et ou l'identité culturelle, la majorité des leaders ont traduit le concept de solidarité tribale ou régionale par fédéralisme. Les provinces du Katanga, du Kasaï et du Bas-Congo, recouvrant les anciens empires Lunda, Luba et Congo, alimentent les fantasmes de pouvoir exclusif des politiciens originaires. Au lendemain du 30 juin 1960, la date de l'indépendance, les sécessions armées font rage au Katanga et au Kasaï, nécessitant l'intervention militaire de l'ONU. En 1964, ce sera la fragmentation politico-administrative du pays avec notamment la création des provincettes supposées décentraliser le pouvoir central unitaire, mais visant d'abord à démultiplier les attributions de postes juteux. L'organisation traditionnelle des villages est calquée dans ce qu'elle a de plus rétrograde, y compris l'autorité unique et incontestable du chef. Revenons aux velléités de sécession de 1960. La partie méridionale de la province du Katanga a bien progressé grâce à l'exploitation de son sous-sol. L'édification des barrages électriques a apporté l'énergie électrique dans la cité. Les infrastructures sanitaires et scolaires ont été établies par l'État colonial, les missions religieuses et concernant les ouvriers de l'Union minière, par cet État dans l'État. Les réseaux de communication et transport, routiers, aériens, ferroviaires, fluviales,
sont complémentaires et irriguent toute la partie utile de la province katangaise. Depuis des décennies, le travail industriel a généré le salariat, donc un pouvoir d'achat non négligeable comparé aux moyens de survie du paysan demeuré en brousse. Un tel acquis excite la convoitise des élites originaires qui veulent en écarter les autres Congolais. Cet exclusivisme s'exprime aussi au sein des élites originaires, puisqu'il y en a toujours de prétendus plus originaires que d'autres. La Belgique et autres États concernés par la richesse katangaise n'auront plus qu'à attiser le feu en l'alimentant et en tirer les marrons. Quant à la province du Bas-Congo, première brèche par où s'infiltra dès le XVIe siècle la colonisation européenne, ces élites ont tôt profité des avantages et inconvénients de la civilisation, très chrétienne et scientifique. Leur fierté est à la mesure de cette primauté. Matadi, si proche de l'embouchure du fleuve Congo sur l'océan Atlantique, est le seul port fluvial évitant ainsi au pays d'être totalement enclavé entre terre et lac. Une voie ferrée, traversant la forêt aux bois précieux du Mayombe, relie le port à la capitale Léo où sont concentrées les industries de transformation et les grands services publics, c'est-à-dire des populations issues de tout l'arrière-pays. Près de Matadi, la construction du gigantesque barrage d'Inga en est à ses prémices. L'orientation politique naturelle des élites originaires penche pour le séparatisme dans l'attente de reconstituer au-dessus des frontières le grand empire Bas-Congo, ce qui ne saurait tarder selon elle. Pour l'heure, elle se contenterait d'un État congolais fédéraliste mais à la congolaise. La province diamantifère du Kasaï oriental, capitale, Mbuji-Mayi, est exploitée par la société minière de Bakwanga, Miba, et par des centaines de milliers de creuseurs artisanaux. Ici, l'argent sort directement de la terre, beaucoup d'argent sans traitement nécessaire. La scission est également à l'ordre du jour des élites originaires, sous le manteau du fédéralisme congolais. Cependant, à l'époque, rares sont les Congolais ayant conscience de la richesse plurielle qu'ils foulent de leurs pieds nus. Rares sont ceux qui soupçonnent que le Congo ex-belge, dont ils sont désormais les citoyens libres et égaux, s'avérera être l'un des endroits les plus prometteurs du monde, avec tout ce que cela entraîne dans un monde régi par le profit capitaliste. Les 350 tribus, cartographiées au début du XXe siècle par une géographe belge et inscrites ainsi dans l'espace congolais, ignorent encore qu'elles sont riches en puissance, c'est pourquoi le statut fédéraliste appliqué au Congo indépendant n'est pas de leur initiative. Ce à quoi la majorité d'entre elles aspirent, c'est bien sûr de ne plus avoir à obéir au maître, blanc, ni craindre la chicotte ou le fusil de la force publique, noire, mais sans pour autant renier le dispensaire, l'école, l'eau et l'électricité, le travail salarié, etc., si ces bienfaits sont arrivés jusqu'au village. Mais ce sont les élites qui sont désormais au gouvernail et dirigent le Congo profond. Alléchés par l'avoir qui accompagne le pouvoir, les politiciens ambivalents optent en majorité pour le statut fédéraliste impliquant pour eux la mainmise totale sur leurs biens propres, naturels, tribal ou régional. 3. L'État congolais et sa direction. En analysant la pensée et l'action des dirigeants congolais depuis l'indépendance, on cerne les incohérences. Citoyenneté tribale ? Qu'est-ce qui unit les Congolais et fait d'eux les citoyens d'une même nation ? La constitution du pays obéit à la loi dite fondamentale dont découle le concept de nation, ainsi que la définition de la nationalité congolaise. Pourtant, à y regarder de plus près, une anomalie originelle transpire. Dans nos sociétés traditionnelles, l'individu se définit et s'identifie aux yeux des autres Congolais avant tout par son appartenance parentale, clanique, tribale, ethnique. De sorte que son ascendance, sa généalogie est la clé de son appartenance à un groupe culturel plus ou moins grand. On est membre du groupe X parce que son père, patriarcat, ou sa mère, matriarcat, est ou fut membre du dit groupe. La volonté individuelle d'appartenir à tel groupe plutôt qu'au sien, parce que l'on y est peut-être né, que l'on y a grandi, que l'on s'y est établi par le mariage, le travail, etc., est invalidée par le premier critère d'identité, l'origine tribale de l'un ou l'autre de ses parents. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.